Et voilà, donc retour et suite dans cette séance. Page 91. On ouvre une nouvelle session du côté de Jen et Robert, la session 522, mercredi 8 avril 1970. Il commence à 21h13. 7. Il arrive et dit « Maintenant », son célèbre « maintenant », j'avais expliqué dans une autre séance de guidage. « Maintenant, bonsoir ». Robert répond « Bonsoir 7 ». Nous allons continuer. Ouais, c'est ce que je venais de dire donc juste dans la première partie de cette séance. Nous allons continuer. Donc, il enchaîne directement. Ces pièces d'époque, met-il entre guillemets, pièces d'époque, en parlant donc bien sûr de nos vies, tout simplement. Une pièce d'époque, c'est une vie, voilà, c'est ma vie à moi par exemple, ont dans leur ensemble un but particulier. Ah, intéressant. Donc, il dit quand même qu'il y a, voilà, chacune de ces pièces ont dans l'ensemble un but particulier. Ou peut-être pas, c'est peut-être pas chacune d'ailleurs, parce que là il parle au pluriel. Donc, oui, dans l'ensemble. Non. C'est ça. Ok. On va voir dans la phrase suivante que je vais vous lire tout de suite, mais effectivement. C'est l'ensemble de nos pièces qui a une raison d'être. Pourquoi nous vivons différentes expériences, pourquoi il y a différentes pièces d'époque, c'est ça qui est un but particulier. Et donc ça l'explique la phrase suivante, par sa nature même, la conscience cherche à se matérialiser dans toutes les dimensions possibles. Ça fait partie des définitions que Seth avait données de la conscience. Je crois qu'il y revient aussi un peu plus tard dans le livre. Donc, de par sa nature, la conscience aurait une nature qui fait qu'elle cherche à se matérialiser. Elle cherche à prendre forme. Matérialiser, c'est pas forcément forme physique. En tout cas, à passer à l'action, à passer sous forme de quelque chose qui se met en place, à concrétiser. Oui, à créer, en fait. Voilà, la conscience, elle cherche à créer. Donc, elle cherche à se matérialiser. Et elle crée quoi? Elle crée ce qui vient d'elle-même. Donc, une partie d'elle-même qu'elle va matérialiser. Et elle cherche bien sûr à le faire le plus largement possible, donc dans toutes les dimensions qui lui est possible. Tout ce qui est accessible pour elle. Et c'est pour ça qu'elle va effectivement expérimenter des réalités physiques, mais d'autres réalités qui ne sont pas physiques. Donc, moi aujourd'hui, là, j'en ai pas conscience, mais mon entité est en train d'expérimenter en parallèle plusieurs vies physiques et plusieurs expérimentations non physiques. Donc il faut comprendre que c'est lié à la nature de notre conscience, en tout cas. Nous sommes ça, et donc à travers nous, elle expérimente une petite partie de ce qu'elle peut expérimenter de manière générale. Donc là, je suis pas exactement, c'est pas, enfin, il y a un tiret dans la phrase, donc c'est assez rare dans les phrases. Bon, c'est une petite séparation, en tout cas un commentaire par rapport à ces débuts de phrase. Et donc elle cherche à créer, à partir d'elle-même, de nouveaux niveaux de conscience. La conscience cherche à développer sa propre conscience, ou des nouveaux niveaux, en tout cas, de conscience. À partir d'elle-même. Donc on voit que c'est une expansion, oui, c'est ça, un développement, une expansion, quelque chose qui se diversifie, et même, voilà, pour la fin de la phrase, de nouvelles ramifications. Donc la conscience cherche comme ça à se ramifier, à se déployer, à se diversifier, atteindre différents niveaux, en tout cas. Phrase suivante, ce faisant, dit-il, elle crée toute réalité. Cherchant à déployer sa créativité, elle crée tout ce que nous on appelle réalité. La conscience est à l'origine de tout ce que l'on peut voir. C'est-à-dire que la conscience, elle est observateur, mais elle a donc ce rôle de mise en place d'action. Elle a réussi
à passer à l'action. C'est pas uniquement une conscience qui observe, c'est une conscience qui a la capacité de s'observer créer, de voir comment elle peut se développer elle-même en développant quelque chose, en déployant une réalité. Là, c'est la réalité, dans ce que j'en comprends tout de suite, c'est un héritage, un enfant, une application, une suite, une conséquence de la conscience. Ce faisant, elle crée toute réalité. Et donc, Seth dit qu'effectivement, du coup, la réalité est donc toujours en état de devenir. Puisque la conscience cherche en permanence à se déployer, à expérimenter, à diversifier, et qu'elle crée, eh bien la réalité que l'on voit, que l'on perçoit, le résultat de l'action de la conscience, c'est la même chose que la conscience, ça a la même, pas nature, mais la même qualité en tout cas, de se déployer, de changer, de devenir, un état de devenir. C'est intéressant ça, dire cette phrase, en état de devenir. La notion d'état, en général en science, on s'en sert pour définir quelque chose qui est immobile, c'est un état. Un état, on peut le définir, c'est quelque chose de stable. Pourquoi on parle de l'état au niveau de la France nationale, ou d'un pays, un état, c'est quelque chose qui est posé, il me semble. En tout cas, c'est la définition que j'en comprends et que j'en donnerai. En tout cas, en science, sauf erreur de ma part, à chaque fois qu'on parle d'un état, c'est quelque chose de plutôt qui est stable, qui est stationnaire. En tout cas, c'est quelque chose, là aussi si je dis pas de bêtises, qui peut se définir, donc qui a des qualités propres. Donc si les qualités ne bougent pas, si on peut les définir, c'est-à-dire qu'elles ne bougent pas, donc ça veut dire que l'état est stable. Mais là il dit que c'est son état est de devenir en fait, un état de devenir. La réalité est donc toujours en état de devenir. Donc c'est propre à la réalité, dans sa constitution. C'est peut-être ça en fait, c'est pas tellement la stabilité, c'est les qualités propres. La réalité a comme qualité propre le fait de ne pas être stable, le fait de changer. C'est son état de changer. Bon, oui, je sais pas exactement. Bon, en tout cas, ça me semble assez compréhensible, même si peut-être je bute un peu, j'espère pas trop vous mélanger sur cette notion d'état, mais c'est quand même lié à des qualités, à mon avis, quand même assez particulières, donc ça se comprend, en tout cas dans sa phrase, je vois pas de contradiction. Effectivement, c'est un état mobile, mouvant, en permanence. Bon, pourquoi pas. Ouais, ok. Les pensées que vous avez, par exemple, dans votre rôle d'acteur, sont totalement uniques. Donc notre rôle d'acteur nous permet de créer un rôle unique. Donc nous avons nos propres pensées, quelque chose de vraiment particulier. Nous sommes uniques, nos pensées sont uniques. Dans chacun de nos rôles, là il en parle au pluriel, il dit les pensées que vous avez par exemple dans vos rôles, donc au pluriel, dans différents rôles, sont totalement uniques et toutes ces pensées mènent à une créativité nouvelle. Et c'est pour ça que effectivement ce paragraphe entier, il parle de l'ensemble de nos rôles, au pluriel. Il disait au début, il y a un but particulier à avoir plusieurs expériences. Eh bien, le fait que nous vivons ces expériences différentes nous amène une globalité d'expériences qui amène une créativité nouvelle. Ça aussi, je vais le souligner parce que c'est quand même important. Les pensées que vous avez dans vos rôles d'acteurs sont totalement uniques et mènent à une créativité nouvelle. Donc, les idées se renouvellent
en permanence. Et donc, c'est pour ça que c'est unique dans le sens où chacun, comme il est en train en permanence d'avoir sa conscience qui bouge, qui va tâtonner un peu d'un côté, de l'autre, qui cherche, qui va creuser quelque chose, même si on arrive petit à petit à, on dit un peu, avoir les mêmes idées, c'est avoir les mêmes concepts, on en parle pour essayer justement de dire, de partager nos idées, d'aider quelqu'un à changer son point de vue sur une situation, etc. Mais on le fait tous à un niveau différent, à un degré différent, dans un temps différent, et donc d'une manière différente. Et donc effectivement, l'ensemble de toutes nos idées, pour chaque entité, personnalité, est absolument unique dans son développement. Et c'est ça qui est justement cette sorte de marque de fabrique de notre conscience, puisque notre conscience cherche à déployer le plus possible une action, une mise en place, elle met en place ses propres croyances. J'en avais beaucoup parlé dans la séance précédente. Au fur et à mesure qu'on expérimente dans notre vie, on va déployer ces croyances qui sont propres à nous, uniques. L'ensemble de nos croyances. On peut partager des croyances limitantes avec certaines personnes, mais l'ensemble de toutes nos croyances, chacune dans nos vies, ce serait étonnant qu'on ait deux fois ce mélange absolument unique d'ensemble de croyances. Et pour conclure ce paragraphe, Seth dit, donc, si c'était pas unique et que ça amenait pas une créativité nouvelle, il dit, sinon, certains aspects de votre conscience ne pourraient pas se réaliser. La conscience bouge en permanence. Elle cherche à se réaliser, elle cherche à créer, elle cherche à passer dans une réalisation, quelque chose de concret. Mais pour se déployer, elle expérimente des facettes différentes en même temps pour pouvoir, certains aspects ne pourraient pas se réaliser, donc pour pouvoir réaliser tous les aspects qu'elle cherche à mettre en place. Et donc, c'est juste la conclusion qui est hyper logique, mais je préfère vraiment l'asseoir. Nous vivons des expériences différentes pour pouvoir faire que notre conscience voit tous les aspects, réalise tous les aspects qu'elle souhaite expérimenter. Et tout ça en même temps. C'est ça l'intérêt. Elle va déployer plein d'idées. Je repense comme ça à un chiffre que j'ai entendu de Bachar, j'en ai parlé dans les séances précédentes. Il disait une fois, je l'ai entendu une fois en tout cas dans une de ses séances. Donc il fait des séances publiques, Bachar, vous trouverez facilement, c'est en anglais la plupart de ses documents. Je crois avoir trouvé un document en français, je vous l'avais mis en lien dans une séance précédente. Donc il est face à un auditoire qui va poser des questions, et donc lui, il est en transe, donc Bachar, quelque part, réagit, comme quand je parle de Seth, voilà. Jen est en transe. Et donc Seth parle, Jen est en transe, donc Seth parle directement. Donc là c'est pareil, Bachar s'exprime donc directement, et il répond aux questions. Et à un moment donné, il avait dit dans une de ses séances, globalement là tous les gens là qui sont dans la salle, vous avez entre 1000 et 2000 vies, à peu près. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire que ce sont des entités qui sont très développées ou pas. Mais ça donne un ordre d'idée, en tout cas. Plusieurs fois, dans ces guidages, j'ai dit, combien il peut y avoir? Plusieurs dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers. Seth, lui, disait que ces expériences, il ne pouvait plus les dénombrer. Mais on voit que sur un pas de temps... j'ai toujours ce vieux réflexe, j'allais dire sur un pas de temps, par exemple, depuis Jésus, ça fait que 2000 ans. Mais en fait, déjà on peut avoir des expériences avant, puis surtout après, c'est dans le futur. Donc, quasi 2000 vies, avec en plus des chevauchements possibles. C'est tout à fait possible. On est en train d'expérimenter 2 vies, une en 1920, qui va se terminer en 1960, je dis n'importe quoi, et l'autre qui peut commencer en 1890 et qui se chevauche, celle de 1920. Donc on est présent à un moment donné dans une période historique, présent 2 fois.
C'est tout à fait possible, nous dit Seth, puisqu'on expérimente à partir de notre entité des vies qui sont autonomes. La question est, est-ce qu'on peut se rencontrer et qu'est-ce qui se passe ? Ça, j'y répondrai pas, en tout cas aujourd'hui, mais ça fait partie des questions directes. Il y a déjà eu des échanges là-dessus, dans une séance de guidage, je crois. Voilà, j'ai déjà commencé un peu à répondre à ces questions-là. Et une personne, oui, voilà, j'avais dit une des possibilités, c'est qu'on se rencontre et qu'on tombe amoureux. Je dis pas que c'est la règle, mais je vois pas de contradiction par rapport à ça. Donc voilà, imaginons, nous avons à peu près, on va dire, voilà, 1500, 2000 vies, j'en sais rien, qui sont des expériences différentes et qui nous permettent toutes ces vies. C'est la raison, ce que disait Seth, pour avoir cette diversité d'expériences pour faire grandir notre conscience. Paragraphe suivant. Seth continue en disant « Lorsque vous pensez à la réincarnation, vous supposez une progression. » Il reviendra dans un chapitre complet sur la réincarnation. Il va désamorcer beaucoup d'idées fausses qu'on peut avoir, mais il va commencer petit à petit, comme je vous disais, sa construction petit à petit de son livre. C'est qu'il amène des petites phrases de temps en temps qui nous font un peu réfléchir. On n'a pas forcément la réponse exacte, ou c'est un début de réponse où il va le dire d'une certaine manière, et il le complétera par la suite. Donc là, voilà, il attire notre attention là-dessus. Cette notion de réincarnation, vous supposez une progression. Il avait déjà parlé beaucoup de qu'est-ce que c'est la progression de l'humanité notamment. C'est pas un développement technologique, ça n'a rien à voir avec ça. Donc c'est en tout cas la première idée qu'on peut avoir, réincarnation, et même certaines religions vont dire qu'on commence, une petite bactérie, si on a bien compris, on devient un insecte, et puis on devient un animal de plus en plus grand, de plus en plus intelligent, et puis finalement on vit en vie humaine. Bon, donc ce serait une sorte de développement, voilà, c'est ça qu'ils appellent un développement. Seth dit, au lieu de cela, les différentes vies grandissent à partir de votre moi interne. Nos différentes incarnations se font à partir de la même entité. Bon, rien de nouveau, c'est-à-dire quand on a compris un peu le fond de cette vision que nous propose Seth sur la vie, là, je dirais, il se répète. Rien de nouveau. Au lieu de cela, les différentes vies grandissent, chacune, à partir de votre moi interne. Elles ne vous sont pas imposées par un agent extérieur. Nos différentes vies, c'est bien nous qui les choisissons. En fonction de notre niveau de conscience, de ce qu'on veut expérimenter, d'où on en est, donc de notre état de développement, on va dire, de notre niveau de développement. En tout cas, on ne s'en rend pas compte, mais inconsciemment, quand on est entre deux vies, c'est le moment où on prend le temps de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire ? Je replonge dans la réalité physique, sous quelle forme ? De quelle manière ? Qu'est-ce que je vais expérimenter, etc., etc. Donc rien n'est imposé par un agent extérieur, par une entité qui serait là, qui dirait, toi, tu vas vivre telle chose. Ce qu'on peut avoir un peu comme impression avec la notion de karma. Tu étais méchant dans une vie, donc on va t'imposer de revenir pour souffrir, par exemple, voilà, pour avoir une vie merdique. T'as fait des mauvaises choses, donc on te punit. C'est pas dans ce sens-là. Je vous redis quelque chose que j'ai déjà dit, mais c'est peut-être le moment de le répéter. Par contre, on peut choisir consciemment. C'est-à-dire, je me suis rendu compte au moment où je suis mort que j'ai vécu une vie où j'ai quand même fait du mal autour de moi, puisque j'ai tué, j'ai fait souffrir, j'ai amené des émotions négatives que c'était pas finalement. Une fois que je prends le recul, je me dis non, c'était une expérience un peu particulière. Donc j'ai peut-être envie, volontairement, rien n'est imposé, volontairement, de vivre ce que j'ai fait vivre aux autres, par exemple. Mais pas forcément à la personne à qui j'ai fait vivre ça, à une autre. Mais voilà, tiens, je décide, soit moi tout seul, soit dans un groupe, de souffrir de la manière dont j'ai fait souffrir. Juste pour comprendre qu'est-ce que ça implique.
Le bourreau devient victime, le victime devient bourreau. C'est dans les deux sens. C'est ça qui est intéressant. C'est que, comme les vies en fait se passent en même temps, j'expérimente quelque chose et ça peut-être me donne envie de se dire, tiens, finalement, comment on peut le vivre quand on est en train de vivre ce que je suis en train de faire à l'autre. Elles ne vous sont pas imposées, en tout cas. Ces vies sont un développement matériel, nous dit Seth, qui se produit lorsque votre conscience s'ouvre et s'exprime d'autant de manières qu'il est possible. Donc ces différentes vies, ces vies, sont un développement matériel, parce que pour moi c'est la concrétisation de la conscience, c'est la mise en place de la conscience. La conscience matérialise quelque chose. Donc ces vies sont le résultat de la conscience, de la concrétisation de la conscience, qui se produit lorsque votre conscience s'ouvre, qu'on a donc envie de s'ouvrir, pour moi c'est un peu s'ouvrir au champ des possibles, d'aller expérimenter autre chose. Et donc quand notre conscience s'exprime d'autant de manières qu'il est possible. Et c'est cette envie au départ qui est présente. C'est pour ça qu'on en arrive à faire des choses malheureusement un peu dures à faire subir aux autres ou à subir soi-même. Donc quand on est en train de le vivre en tant qu'être humain, on se dit waouh, mais ma vie elle est soit merdique, soit géniale, ou alors je suis en train de faire un truc mais c'est un peu trop, voilà. Mais la conscience a envie à un moment donné quand même d'expérimenter comme un enfant avec des nouveaux jouets. Quand il est dans le grand magasin, il a envie de tous les jeux, ça je veux, ça je veux, ça je veux, c'est pareil. Ou amener un enfant dans une boulangerie avec des bonbons. Voilà, il veut tout goûter. Et ben c'est pareil, notre conscience, elle a envie de goûter à tout. Y compris un truc super acide, super pas bon, super trop sucré, trop froid, trop chaud, trop piquant, on a envie d'expérimenter. Je connais pas. Tiens, la réglisse, j'ai jamais goûté la réglisse. Tant que j'ai pas goûté la réglisse, je peux pas en parler. Je ne sais pas ce que c'est. Alors bien sûr, le fait que moi je mange de la réglisse, ce sera mon expérience à moi, elle sera unique. Je peux en parler avec d'autres personnes, en disant tiens la réglisse, j'aime pas, pour telle raison, ça a tel goût, je le compare à ça, j'ai vécu ça. Mais je ne parlerai jamais que de mon expérience. Avec mes mots à moi, on peut essayer de partager une expérience, mais c'est illusoire quelque part. Mais en tout cas, on va essayer de confronter. Voilà, tiens, toi, comment t'as vécu de manger une réglisse ? Qu'est-ce que c'est pour toi ? Ah bah moi, je l'ai vécu comme ci, comme ça me rappelle ça, une autre expérience. Ah bah oui, tiens, moi aussi, ça me rappelle aussi ça. Ou ah bah non, moi pas du tout. J'adore, ou je déteste. Et on parle que de nous. Et ben c'est ça, c'est cette conscience qui, elle veut expérimenter quelque chose à sa manière. Si quelqu'un lui en parle, elle dira bah peut-être, mais c'est ton expérience. Moi, comment je vais le vivre, je ne sais pas. Donc, je vais faire une vie. Tiens, allez, je vais faire une vie en plus pour expérimenter telle chose. On est bien dans cette diversité-là. Ces différentes vies sont un développement matériel qui se produit lorsque votre conscience s'ouvre et s'exprime. C'est l'expression. Notre conscience cherche à s'exprimer de le plus grand nombre de variétés possibles. Un maximum de manières possibles. Elle n'est pas... Alors oui, excusez-moi, je bug parce que j'étais en train de commencer à lire la phrase suivante. Je vais vous la lire, on va bugger ensemble comme ça. Elle n'est pas restreinte à la vie tridimensionnelle, ni à une seule existence tridimensionnelle. J'étais en train de vérifier le L, c'est toujours un rapport. Alors c'est au L singulier. Pour moi, c'est la conscience. J'essaie de relire dans les phrases suivantes l'enchaînement. Lorsque vous pensez à la réincarnation, vous supposez une progression. Au lieu de cela, les différentes vies grandissent à partir de votre moi interne. Donc c'est pas l'une après l'autre, en fait, c'est ça ce que ça veut dire. Il n'y a pas de progression dans le sens où les vies ne se suivent pas les unes après les autres et que chaque vie serait un peu meilleure que la précédente. Tout se développe à partir du moi interne. Donc c'est une progression différente, puisque parallèle.
Elles ne vous sont pas imposées par un agent extérieur. Ces vies sont un développement matériel qui se produit lorsque votre conscience s'ouvre et s'exprime d'autant de manière qu'il est possible. Elle n'est pas restreinte à la vie tridimensionnelle, ni à une seule existence tridimensionnelle, donc c'est bien la conscience. C'est la fin du paragraphe, je vais donc redire quelques mots là-dessus, sur cette phrase-là. Donc notre conscience, nous dit Seth, est loin d'être limitée à la vie physique tridimensionnelle, à ce qu'on expérimente là, aujourd'hui. Alors, moi, Laurent, sous une forme ou sous une autre, peu importe, voilà, notre expérience, notre conscience, c'est peut-être l'expérience d'ailleurs qui n'est pas limitée. Non, votre conscience. Non, c'est la conscience. Notre conscience n'est pas obligée de restreindre son expérimentation à une vie matérielle, concrète, 3 dimensions, physique. Ni à une seule existence tridimensionnelle. Donc ça rejoint, il n'y a rien de vraiment nouveau, ça rejoint effectivement les 1000 à 2000 vies dont je parlais un petit peu avant, mais comme ça donne un ordre d'idée. Ne gardez pas ça comme une règle, je vous dis juste, c'est un retour, un chiffre comme ça que j'ai entendu. Bachar, il est dans son expérience, Bachar, il est encore connecté, il est très lié à notre réalité à nous, dans le sens où il serait dans ce que Seth appelle la zone des morts. C'est-à-dire que les gens qui viennent de mourir, ils sont dans cette zone des morts, et en fait c'est encore très très lié à notre expérimentation. C'est-à-dire que toutes les croyances qu'on a dans cette vie-là, elles sont a priori, de ce que j'ai compris, les mêmes dans la zone des morts. On meurt en gardant nos croyances. Il ne faut pas se dire qu'au moment où on meurt, tout d'un coup, on va complètement changer. Non. Le travail, on doit le faire dès cette vie-là. C'est pour ça que plusieurs fois, il va dire, mais n'attendez pas de mourir pour commencer à chercher à progresser dans la vie, à comprendre, à vous interroger sur la vie. Vous gagnez du temps, entre guillemets, tout est relatif, mais en tout cas, vous gagnez des vies à expérimenter maintenant, tout de suite. C'est une continuité, la vie et la mort. Et donc je pense que Bachar, de ce que j'avais compris, lui, il est dans cette zone de mort. Il a pas tellement accès à des éléments plus loin. Seth disait à un moment donné, celui qui est en coulisses ne voit pas plus loin que l'acteur qui est sur scène, finalement. Alors que Seth, lui, il a ce décalage-là, il regarde la scène encore de l'extérieur. Il voit le théâtre de l'extérieur. Donc, le point de vue de Bachar est un point de vue parmi d'autres. Seth en a un autre éventuellement. Toute avis est une croyance et est liée à une conscience et donc est subjectif. Tout ce que je vous dis est subjectif. Voilà. Je ne vous parle pas de la vérité absolue car tout simplement elle n'existe pas. Voilà. Je voulais juste redire cette indication-là, en tout cas. Paragraphe suivant. Ainsi, dit Seth, votre conscience prend plusieurs formes. Votre conscience prend plusieurs formes. C'est ce qu'il appelle la personnalité multidimensionnelle. Pas que physique. Voilà, physique, mais pas que physique. Votre conscience prend plusieurs formes. Et ces formes n'ont pas besoin de se ressembler davantage que, disons, une chenille ressemble à un papillon. Voilà, je ne serai pas tout le temps un homme dans mes vies. Je peux m'appeler une fois Laurent, une fois être une femme, il y a 300 ans. Je me ressemble pas, j'ai pas besoin d'avoir le même visage. Dans le film Cloud Atlas, ils vont utiliser les mêmes acteurs pour expliquer cette notion de réincarnation. Le film en lui-même est quand même intéressant, ça explique, c'est une version en tout cas des réincarnations. Mais ils ont voulu, c'est un choix artistique, graphique, pour reconnaître
les différentes personnalités qui sont liées à la même entité, ils ont choisi le même acteur. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai compris. Et donc pour voir justement que une fois il y en a un qui est bourreau, qui va sauver une autre personne dans la vie, etc. C'est ces questions-réponses en fait qui se passent d'une vie à l'autre. Et donc de comprendre ces différents liens que nous avons, en tout cas d'une vie à l'autre. Mais voilà, d'utiliser les mêmes acteurs. C'est leur manière à eux de traduire la même conscience. Mais en aucun cas, puisque c'est une forme de notre conscience va tout le temps expérimenter la même forme physique, le même visage, une ressemblance. Hein. C'est ça que c'est en train de nous dire, ni plus ni moins. Donc lui, il dit effectivement que ces différentes formes n'ont pas besoin de se ressembler davantage, par exemple, qu'une chenille et un papillon. C'est-à-dire de dire que c'est bien la même personnalité, mais quand on voit l'autre, si on les voit distinctement, on peut pas dire que c'était le même être. Voilà. Phrase suivante. L'âme. Il reprend ce mot d'âme. Hein. Il avait déjà dit, je crois, ou il le redira, en tout cas, il va préciser, l'âme, il aime pas tellement parce que c'est très 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 connoté. Mais bon, il s'en sert de temps en temps pour dire que c'est peut-être nous quelque chose que l'on comprend le plus facilement, cette notion d'âme. C'est lié, alors là, en même temps, hein, j'essaie de retrouver la page, mais je sais pas si je crois que c'était le chapitre 2, mais là, je ne retrouve pas rapidement, donc c'est pas très grave. Mais vous voyez, ce mot d'âme, en tout cas, oui, forme pensée. Oui, là, je suis dans le page 48, là, chapitre 2, mais non, il n'y a pas le mot âme tel quel. Bon, il me semble qu'il en a déjà parlé en disant qu'il préférait comme le mot entité, et c'est ce qu'il fait à la suite. Il relie tout ça. Hein, voilà. L'âme, virgule, l'entité, a une totale liberté d'expression. Notre moi supérieur, notre grand moi. Elle s'exprime de la manière qu'elle souhaite, et justement ça fait partie de son expérimentation. Elle peut choisir de revenir plusieurs fois sous une forme proche. Elle peut. Mais globalement, elle a sa liberté, donc elle fait comme elle veut. Il dit, elle change de forme selon ce qu'elle a à exprimer. Donc la conscience, en tout cas elle-même, qui n'est pas physique, elle change de forme comme elle veut. Seth expliquait que lui, dans l'endroit où il est, son environnement, il prend la forme qu'il veut. Il peut devenir physique. Rappelez-vous, il s'assoit dans un cabinet du XIVe siècle, il s'assoit sur une chaise pour regarder par la fenêtre à la campagne. Il a pris une forme physique pour ça. Et il vit une expérience physique, il recrée une expérience physique. Mais c'est un choix. Donc notre conscience, ou l'âme, l'entité, change de forme selon ce qu'elle a exprimé. Elle forme donc des environnements comme on monte des décors de théâtre. Voilà, chacune de nos expérimentations, on va s'environner de ce qu'on veut, de manière extrêmement réaliste, donc on y croit. Mais ce ne sont que des décors de théâtre. Elle forme des environnements comme on monte des décors de théâtre. Et des mondes qui correspondent à ses intentions. Notre conscience a cette capacité de créer entièrement des mondes. Parce qu'elle veut expérimenter quelque chose. Comme un scénariste d'un livre ou d'un film ou d'un pièce de théâtre, il y a une image, tiens, je veux créer telle situation, c'est la même chose. Et heureusement, les artistes, les écrivains, les auteurs, ils vont pas faire qu'un seul livre ou un seul film dans toute leur vie. Ils vont créer plusieurs pièces de théâtre, donc plusieurs expérimentations, donc plusieurs décors. Et Seth nous dit, chaque décor fait surgir de nouveaux développements. Une nouvelle expérience
qui lui fait prendre conscience peut-être de nouvelles capacités, de nouvelles compétences, de redéployer une nouvelle envie de faire autre chose. Je crois que la notion d'envie est vraiment très présente. C'est ce désir de créer qui est présent dans notre conscience qui fait que on se déploie, on y va, on s'agrandit, ça pousse un peu dans tous les sens, et tac, et une nouvelle vie, et une nouvelle vie, et une nouvelle vie. Et ça, à un moment donné, ça va dire comme, bon, faut apprendre à un moment donné peut-être à arrêter ce désir. Ce n'est qu'une expérimentation parmi plein d'autres. Vous avez expérimenté suffisamment dans la vie physique, essayez d'en prendre conscience, arrêtez cette envie, ce désir de revenir. Maintenant, si vous avez appris suffisamment à créer, à matérialiser, faites-le dans des mondes, des univers non physiques. C'est un développement supérieur. Donc là, chaque décor peut faire surgir de nouvelles envies. Comme un metteur en scène, au début, il va faire des décors un peu basiques, peut-être il n'a pas beaucoup de budget, il va faire des choses un peu simples, et puis à chaque fois, s'il recrée une nouvelle pièce, il veut aller un petit peu plus loin, faire plus précis, plus réaliste, plus concret, plus. Eh bien, notre conscience, déjà, à la base, elle fonctionne comme ça. On est dans cette recherche. Ça, c'est la fin du paragraphe. Robert note à ce moment-là que Jen fait davantage de pauses, il y a quelque chose qui se ralentit. Moi, c'est comme ça que je l'exprimerai aujourd'hui. J'ai compris que quand Jen fait des pauses, c'est-à-dire qu'il y a plus de matériaux. Alors, soit il y a plus de matériaux qui arrivent, qu'elle n'a pas oublié de faire du tri, soit Seth prend le temps de vérifier que ce qu'elle dit correspond à ce qu'il a en tête au départ. Donc il y a c'est du matériau un peu plus important. Il y a voilà. Il ralentit comme pour en augmenter la qualité, la fiabilité, la précision. Quelqu'un qui va peindre quelque chose de très fin, qui va graver des choses, vraiment faire des motifs très subtils, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre demande plus de temps que un brouillon, une esquisse. Il y a quelque chose de l'ordre de la précision qui s'installe. Donc en général, ça se passe, voilà. Il y a plus de pauses. Donc il y a quelque chose de différent, de plus lent, de plus précis, de plus riche qui est présent. Et il redit, l'âme, l'entité, est de l'énergie spirituelle individualisée. Votre âme, votre entité, votre grand moi, c'est de l'énergie spirituelle qui est individualisée, qui est autonome, qui est séparée, qui est unique, qui expérimente quelque chose que aucune autre entité expérimente. Vous êtes chacun de vous, chacune de vous, absolument unique en train d'expérimenter quelque chose qu'aucune autre conscience n'expérimentera. Et c'est ça qui fait toute la beauté de ce qu'on est en train de vivre. Et c'est ça que Seth nous rappelle régulièrement. Cette âme, cette entité, dit-il, forme le corps que vous portez, maintenant, quel qu'il soit. Porte le corps. La conscience porte le corps, et non pas l'inverse. Cette conscience est la force motrice derrière votre survie physique. La force motrice, ce qui vous donne cette puissance, cette vitalité. La vitalité aussi s'en servira souvent. Vitalité derrière votre survie physique. Et ben voilà, il termine cette phrase en disant « Car c'est d'elle que vous tirez votre vitalité ». Cette conscience est la force motrice derrière votre survie physique. C'est elle qui porte, qui pousse votre corps, qui met tout en avant, toute l'énergie. Quand on dit « Ah, tiens, j'ai de l'énergie, je suis en pleine forme, tiens », eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de la vitalité, d'impalpable, on ne sait pas exactement. Est-ce que c'est qu'on a bien dormi, suffisamment mangé, ou des fois on mange moins,
Ça se passe bien. Des fois, on dort peu et on est à fond. Est-ce que c'est lié à la météo? Est-ce que c'est lié? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments où on se sent rempli d'énergie et des moments où ça s'effondre? 7 nous dit que c'est quand même cette conscience à la base qui nous porte, qui est le moteur. C'est d'elle que vous tirez votre vitalité. C'est quand même vraiment important. Quelque chose d'impalpable, d'invisible, qu'on peut à peine nommer, qu'on ne peut pas sentir. C'est la vie présente en nous, au sens large, nous vient de cette conscience. Nous sommes portés par cette étincelle. Dans le yoga, on parle de Purusha, d'une part, qui serait, à mon avis, l'équivalent de l'entité, notre moi, notre grand moi, notre moi supérieur, et de Prana, qui serait cette vitalité, un souffle de vie, le fait, une étincelle de vie, quelque chose qui fait qu'on accueille le vivant et que ça nous nourrit. Prana, c'est tout ce qui nous permet de nous nourrir à tous nos plans, dans toutes nos dimensions. C'est ça qui autorise le fait d'accueillir, de créer, de construire. La conscience ne peut jamais être inerte, nous dit Seth. Elle cherche toujours plus de créativité. C'est fondamental, ça. La conscience ne peut jamais être inerte. Conscience ne peut jamais être inerte. Vous voyez, c'est-à-dire que même quand on dort, on croit qu'on se déconnecte, etc. Mais non. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui tout le temps pulse la vie, qui est à l'origine de tout. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on voit n'est que le résultat de cette vitalité en nous, cette présence, de cette une énergie. Comment il disait quelques phrases avant, il parlait d'énergie, de l'énergie spirituelle individualisée. Qu'est-ce qu'il a utilisé dans ce chapitre-là? De quoi il parle? De manière différente, il va tout le temps dire la même chose. Il parle donc d'une conscience, différents niveaux de conscience, qui matérialise. Réalité en état de devenir. Nos pensées uniques, pour mener une créativité nouvelle. Nous réalisons tous les aspects de notre conscience. Différentes vies qui grandissent à partir de notre moi. Un développement. Une conscience qui s'ouvre, qui s'exprime. Voilà, plusieurs formes. Donc une liberté d'expression. On crée, elle s'exprime comme on monte des décors de théâtre. Pour moi, c'est hyper révélateur déjà. Comme des mondes, des mondes qui correspondent à ses intentions. Des nouveaux développements. De l'énergie. Une force motrice, notre survie physique. Vous tirez votre vitalité. La conscience ne peut jamais être inerte. Elle cherche toujours plus de créativité. Toujours plus de créativité. On est poussé par cette vie-là en nous. On est poussé par cette envie d'expérimenter, de diversifier. C'est ça qui est à l'origine de nous. C'est ça qui est à l'origine de notre vie. C'est ça qui fait qu'on est, nous, là, aujourd'hui, présents sous forme physique, tridimensionnelle. Mais c'est au service de quelque chose de plus grand, et ne l'oublions pas. Parce que c'est ça qui nous pousse en même temps, qui nous donne l'envie de nous lever le matin, toute la journée. Quand il n'y a plus cette envie, il n'y a plus de vie. Ma grand-mère approche des 99 ans. Elle a beaucoup moins, elle sait plus pourquoi elle se lève le matin, je dirais. Quand je discute avec elle, elle me dit, mais à quoi bon? Je me suis levé déjà tellement de fois pour faire tout le temps les mêmes choses. Un petit déjeuner, il faut s'habiller, il faut prendre sa douche, Elle est en train petit à petit de passer dans une vie spirituelle, elle est en train de
d'apprendre, de mon point de vue, hein, c'est pas elle qui me dit ça, hein, mais pour moi, elle est en train d'apprendre à devenir, à rejoindre son entité, à se connecter, à devenir la suite de son expérience quand elle sera morte. Donc elle dort beaucoup plus, elle bouge beaucoup moins, elle est moins dans la réalité physique, elle est plus dans des rêves, elle est plus en train de se connecter à cette suite de cette vie-là. Elle est déjà dans la continuité, elle est en train d'expérimenter. Sa conscience, son âme, son entité est en train de se préparer à cette période qui va arriver entre deux vies. De se reconnecter, de prendre du recul, peut-être de se reposer un petit peu, avant de décider, de choisir qu'est-ce qu'elle va faire pour la suite. Et donc, je ne sens plus chez elle de vitalité, je ne sens plus de désir. Quand il n'y a plus le pourquoi je me lève, qu'est-ce que je fais de ma vie? Pour moi, il y a beaucoup moins cette... je sais pas comment dire, l'étincelle dans les yeux, quelque chose, on sent que il y a quelque chose de l'ordre de la vie au sens large, effectivement. Hein. Et pour moi, cette créativité, elle est importante. C'est-à-dire le jour où il n'y a plus de curiosité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus effectivement on considère qu'on a tout fait, tout vu. Les gens blasés, ça peut arriver à n'importe quel âge. Ils se contentent de ce qu'ils ont déjà expérimenté. Voilà, ils considèrent qu'ils ont tout vu, tout fait, tout... Bah oui, mais voilà. Ça je connais, ça j'ai vu, ça j'ai pas envie. Voilà. Donc il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de création. Donc là, c'est comme si leur conscience était dans une impasse. Une de leur vie, c'est une impasse. S'il n'y a plus de désir d'expérimenter, bah autant que la vie s'arrête. Cette expérience-là, autant qu'elle s'arrête. Mais peut-être que l'expérimentation qui va être intéressante, c'est d'oser basculer. Là, je dis pas que c'est une bonne idée, hein, mais est-ce que vivre une sorte de dépression, vivre le fait d'être blasé, c'est une expérience en tant que telle? Est-ce qu'en vouloir finir avec ces jours est une bonne idée? Pour le moment, j'ai compris que non, puisque c'est quelque part le non-respect de cette vie qu'on a voulu créer. Là, je vais dire des mots un peu bizarres, parce que je vais parler par exemple, d'échec de l'expérimentation, alors que fondamentalement, il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas de réussi ou pas. On expérience une vie, si la conclusion à un moment donné c'est que la meilleure solution possible, c'est d'y mettre fin volontairement, est-ce que c'est un échec? J'ai pas de réponse exacte. Ma réponse va être un peu ambiguë. D'un côté, c'est une expérience qui est menée jusqu'au bout, et à la rigueur, il y a le libre arbitre, et il y a une expérience, mais, ce que je comprends aussi, et ça c'est important, Seth insistera toujours sur l'intérêt de notre vie, de ce qu'on vit, même si on en souffre. Donc, de décider volontairement d'y mettre fin, oui, la notion d'échec, c'est de se dire il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été compris dans l'expérimentation. Là, je mets beaucoup de guillemets, de parenthèses. Hein, je vous dis aujourd'hui ce que j'en comprends, ce que je peux en dire, et je pourrais me contredire dans quelques semaines ou quelques mois. Ça ne me dérange pas, parce que on grandit, on évolue tous. Donc là aujourd'hui, c'est en tout cas la meilleure réponse que je pourrais avoir par rapport à cet exemple qui m'est venu. Donc ce serait quand même en partie un échec. J'ai l'impression qu'il y a ce respect de la vie quand même qui prédomine, qui serait une sorte un peu de règle universelle de notre cadre de vie. C'est pour ça que de tuer quelqu'un ne sera jamais une bonne expérimentation. C'est une expérimentation, mais
dès qu'on quitte notre vie, je pense que dès qu'on en prend conscience, le premier réflexe, c'est justement de se dire, pas pour se faire pardonner, mais de le vivre, donc de se faire tuer. Pour se dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça fait partie des règles, oui, c'est ça, il y a un peu des... ou c'est je sais pas, c'est du bon sens, peut-être. De mettre l'énergie au bon endroit. Seth disait que eux, ils ont pris du recul par rapport à la réalité, donc ils perdent pas du temps, ils passent pas du temps, de l'énergie, en guerre, en conflit. C'est juste parce que c'est de l'énergie, enfin, pas qui est perdue, parce que ça ne se perd jamais complètement, mais ils ont envie de faire des trucs plus intéressants, quoi. Plutôt de créer, plutôt qu'aller s'engouffrer dans des impasses, un peu. Bon, voilà, je sais pas exactement si ce que je viens de vous dire vous apporte des éléments ou vous rend plus confus. Moi-même, là, tout de suite, voilà, j'ai pas une réponse stricte dans ma compréhension, hein. Après Seth, il doit avoir son propre avis précis. Moi, je sais pas exactement. Mais vraiment, plusieurs fois, il répète quand même vraiment cette notion un peu de l'existence de règles un peu universelles sur le bien fondé de l'expérimentation. Mais là, on en revient à la notion de Dieu qui est là pour... on crée en permanence et qu'on est un Dieu. Donc, quelque part, ce serait un peu, oui, comme c'est ça, stupide de jouer à détruire. Hein, c'est l'enfant qui détruit une fourmilière avec cette... tout d'un coup, on se rend compte qu'on est tout puissant. On a le droit de vie et de mort. On a cette force. Mais c'est pas parce qu'on a cette force que c'est utile, bien, ou de s'en servir. À grand pouvoir, grande responsabilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait de notre pouvoir? Et on a le pouvoir de la vie. On est en train d'expérimenter la vie avec un grand V majuscule. C'est quand même parce qu'on est dedans en permanence, on se rend plus compte. Alors justement, on n'est pas complètement dedans avec les rêves et d'autres éléments, on peut se reconnecter à d'autres choses, mais on est dans ce grand courant quand même de vitalité dont je parle depuis tout à l'heure. Ça donne voilà quand même une grande cohérence et oui, moi je dirais d'être humble, de respecter ça, y compris voilà de ne pas se suicider, de ne pas mettre fin nous-mêmes à notre vie, mais peut-être d'apprendre. Là je reviens à l'exemple de ma grand-mère. Je pense qu'on peut se préparer à mourir. On peut c'est-à-dire, pour moi quelque part il y a un blocage. C'est-à-dire, quand on dit consciemment mais j'attends qu'une chose, c'est de mourir parce que j'ai plus rien à faire dans cette vie, mais que ça ne vient pas, pour moi c'est quand même quelque chose de l'ordre de la peur. Il y a quand même la peur de perdre en fait ça. Parce qu'il y a la peur de l'inconnu, la peur de qu'est-ce qu'il y a derrière. Et que d'avoir cherché à partir dans ses rêves, de quitter son corps, de faire des expériences de sortie du corps, de prendre conscience que notre conscience n'est pas liée à notre corps, que le corps n'est qu'un véhicule, voilà, d'expérimenter tout ça, de faire des rêves guidés. On voit qu'on peut guider notre conscience, on peut faire des choses extraordinaires, qui ne sont pas liées à notre corps physique, de déconnecter petit à petit. On a la conscience des deux, mais on sait que notre corps n'est pas nous. En fait, c'est ça. Tant qu'on s'identifie à notre corps, donc on considère que notre conscience vient de notre corps, et non pas l'inverse, du coup on a peur de perdre ça. Il y a forcément une indécision, mais qu'est-ce qui va se passer après? Et on a beau dire, quand on est réveillé, mais je m'emmerde dans la vie, j'attends qu'une chose, c'est de mourir. Si ça se met pas réellement en place, je pense qu'il reste une vraie angoisse derrière. Je trouve ça fascinant de voir le nombre de couples, de personnes qui ont vécu des dizaines d'années ensemble, et qu'à partir du moment où il y en a un, le premier qui part, l'autre des fois il suit, ça peut être quelques jours, c'est un peu comme s'il y avait une raison d'être, où ils ont trouvé un équilibre, où le plus courageux a décidé de franchir le pas, et puis après
il invite l'autre à le suivre. Il y a plein de raisons d'explication qu'on peut donner à ça, du point de vue de Seth ou pas. Mais en tout cas, je comprends cette logique-là, de se dire, on a beau, deux choses. On a beau se dire, voilà, consciemment, j'ai pas peur de la mort, que malgré tout, de se dire quand on s'endort, est-ce que je vais me réveiller? Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais mourir? Est-ce que je vais souffrir? Toutes les questions qu'on peut avoir par rapport à la mort, de se dire, ça renvoie quand même à une certaine inquiétude, et c'est cette inquiétude qui nous fige un peu, qui nous bloque, qui nous retient. La survie dont parle Seth, là juste, la force motrice derrière notre survie physique, et quand même c'est de l'ordre de la survie, à un moment donné, ça, on se laisse aller, puis on n'ose pas sauter d'une falaise. Et là, c'est bien la pulsion de vie qui est présente. On est au bord du gouffre, on est prêt à sauter, puis j'ai peur de sauter, j'ai peur du vide. Mais tout à coup, ça nous redonne l'intérêt pour la vie. Ça nous donne conscience que, finalement, on l'aime, cette vie, quelque part. On aime, on est attaché à tout ce qu'on a, on n'a pas envie de tout perdre. Quelque chose qu'on connaît qui est rassurant. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième, au niveau de ces couples, c'est peut-être que de perdre la personne avec qui on a été, qui a guidé ou accompagné notre vie pendant des dizaines d'années, on perd une de nos raisons de vie principales, et donc peut-être ça nous donne enfin le courage de lâcher cette vie. Ou peut-être il nous accompagne, c'est-à-dire dans nos rêves, lui il a franchi le pas, il se dit mais finalement c'est ça, c'est beau, c'est bien, c'est qu'une surprise, une autre vie, donc c'est une bonne surprise, et donc il nous aiderait à travers les rêves ou d'autres moments à nous aider à l'accompagner. Bon, là voilà, je vous soumets quelques idées comme ça par rapport à cette fin de vie possible, parce que si on parle de la vie, on parle de la mort, et inversement, c'est-à-dire les deux sont liés. La beauté de la vie existe parce qu'on sait qu'on est mortel. Et je conclurai là-dessus, c'est pour moi, pour cette raison-là fondamentalement, que cette société actuelle où on essaie de ne pas parler de la mort et on invente des solutions pour rester immortel, aujourd'hui je vous dirais que c'est une connerie, de mon point de vue. Voilà. Parce que ça enlèverait juste cette beauté simple de la vie. Je parle même pas du côté biologique. Moi, en tant que biologiste, je sais qu'un individu doit disparaître pour que la population globale évolue, survive, parce que tout change. Un individu, il est périmé à un moment donné. C'est pour ça que la conscience doit expérimenter autre chose, parce que l'individu, il est fait d'un corps qui évolue plus lentement que sa conscience, et donc il n'est plus adapté aux circonstances de vie du moment actuel. Donc, qu'il y ait une mort programmée, ça fait partie de cette cohérence de la vie pour la créativité. On meurt pour mieux revivre, pour mieux changer, pour mieux expérimenter différemment. Et je conclurai là-dessus aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.